Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en pratique, votre émission sur les villes et l'urbanisme taïwanais. Rentrée des classes en France ce lundi 2 septembre et donc aussi retour des étudiants sur les bancs de la fac. Donc je me suis posé la question quels étaient les ouvrages conseillés aux jeunes étudiants en architecture, mais pas en France, plutôt à Taïwan, puisque c'est aussi une période de rentrée. Donc je suis tombé sur une liste faite par des amateurs et des experts de l'édition de livres d'architecture, et je vous propose d'en découvrir certains. Vous verrez, on voyage avec des influences notamment américaines et aussi donc forcément européennes. On commence avec, en France, un classique de chez classique, Vers une architecture de l'architecte français Le Corbusier. Vous connaissez forcément cet homme à lunettes connu pour de nombreux bâtiments, ses cités radieuses ou alors ses grands plans pour raser Paris et reconstruire une capitale pour la voiture aux grandes tours d'unités de logement. Les Jeux Olympiques auraient d'ailleurs eu une autre image si les élus de l'époque avaient été conquis par l'idée de détruire et de reconstruire la rive droite de Paris de la sorte. Alors vers l'architecture, eh bien si je peux vous donner une description de l'ouvrage telle qu'elle est donnée, publié en 1923, Vers une architecture est le livre le plus important de Le Corbusier. Véritable théorie de l'architecture du XXe siècle, il est indispensable à la compréhension de la pensée architecturale moderne, à l'heure où les écoles d'architecture et d'urbanisme et le grand public lui-même posent objectivement le problème de l'aménagement du cadre de vie. Voilà, en France aussi, urbanistes, paysagistes ou architectes sont invités à lire ce petit livre jaune de 250 pages pour comprendre la vision de l'architecture de ce mythe qu'est Le Corbusier. D'ailleurs peut-être un peu moins aujourd'hui, mais en France et encore donc beaucoup à Taïwan, l'architecte est vu comme une référence un peu incontournable, un génie si ce n'est moins, et reste un maître à penser pour beaucoup d'architectes et surtout beaucoup de professeurs. Attention, c'est important. Donc très intéressant de se dire que le français, l'architecte, a eu un impact encore intellectuel à Taïwan et que donc il influence la conception des villes, même si on aurait aimé aussi une influence à Taïwan d'un architecte comme Viollet-le-Duc, un architecte du XXe siècle connu pour des restaurations médiévales et la sauvegarde finalement de certains bâtiments de patrimoine très importants en France, quand on sait qu'à Taïwan il y a eu des vagues quand même de destruction assez regrettables. Dans le même genre, très rapidement on peut évoquer un livre qui est conseillé toujours aux étudiants d'architecture à Taïwan, New York Délire, de l'architecte Rem Koolhaas, le néerlandais. Alors vous le connaissez pour des dessins comme Euralil, ou encore le grand centre de Taipei, le TPAC, pour le spectacle vivant dans l'arrondissement de Shulin. Et donc voilà, c'est un livre dans lequel il présente Manhattan comme une arène où se joue le dernier acte du monde occidental. Avec l'explosion démographique et l'invasion des nouvelles technologies, eh bien Manhattan, depuis le début du 19e, devient un laboratoire d'une nouvelle culture, celle de la congestion, une île mythique où se réalise un conscient collectif d'un nouveau mode de vie métropolitain. Et donc à travers ce livre qui a été un petit peu polémique à l'époque, mais aussi prémonitoire, eh bien il va étudier, on va dire, les relations entre l'univers métropolitain et l'architecture qui en est produit. Voilà, ça c'est un livre assez référence en France, mais donc aussi à Taïwan. Et dans cette liste, et ça je l'évoque très très rapidement, il y a aussi le Bauhaus, vous savez, cette grande école d'architecture et d'art appliqué fondée en 1919 à Weimar en Allemagne par le très connu Walter Gropius. Eh bien, c'est une école de la modernité, du design et de l'architecture, et donc c'est aussi enseigné à Taïwan, et ça laisse aussi des marques dans l'esprit des jeunes étudiants taïwanais. Alors, autre livre sur les concepts de l'architecture, Le langage de l'architecture, les 26 concepts clés, un livre disponible en français, en anglais et donc en mandarin. Et donc c'est un livre qui est présenté comme une espèce de recueil d'idées, un livre didactique qui s'adresse donc à tous les architectes, professionnels ou étudiants, et plus largement à tous les passionnés. Ça présente 26 concepts clés, dits comme clés de l'architecture, leur nature, leur importance et leur place dans tout le processus de conception, c'est comme ça que c'est présenté. Il y a des analyses, des commentaires, environ 500 photos, plans, détails de création considérés comme remarquables, qui illustrent ces principes fondamentaux de l'architecture. Et il y a aussi des portraits, 17 grands portraits d'architectes, du Corbusier à Zaha Hadid, en passant par Alvaro Siza, Rem Koolhaas justement, ou encore Shigeru Ban, qui ont marqué l'histoire de l'architecture, de sa contribution. Alors les deux auteurs, Andreas Simic et Val Vark, sont respectivement une ancienne présidente du département d'architecture de l'université de Cornell, ou encore un professeur agrégé de cette même université.
Eh bien, ce livre, il est intéressant parce qu'il est pratique, il présente, on va dire, une certaine vision de l'architecture dans la conception, les bâtiments, etc. Mais c'est un peu à coup d'architectes stars et de grands concepts, de grands bâtiments, événements, et on laisse un peu de côté l'architecture écologique ou une architecture un peu plus humble au profit de grands événements, et on véhicule quand même l'idée que les architectes doivent aussi être un petit peu des stars du dessin. Ça se discute sur les villes et l'influence des architectes qu'on veut dans nos villes. Alors, il y a d'autres livres de grands concepts comme ça qui sont conseillés aux étudiants, mais aussi des ouvrages sur de l'architecture plus classique, que ce soit sur l'architecture traditionnelle du monde chinois, ou alors un ouvrage par exemple qui parle de l'architecture, on va dire, historique dans le monde entier, à travers l'histoire d'une centaine de bâtiments. On a un auteur, Chang Kei-Kuen, qui est un auteur qui est né à Berlin, mais qui est d'origine chinoise et qui a beaucoup voyagé, qui a fini par vivre aux États-Unis. Et donc il présente certains édifices remarquables. On commence à l'ère de l'Égypte ancienne, on traverse dans la Grèce antique, on passe aussi à l'architecture européenne médiévale, l'Europe de la Renaissance, etc., etc., pour aller à travers les âges comme ça, sur les styles classiques de l'architecture européenne, mais aussi américaine, et on va parler d'architecture moderniste. Voilà, c'est une espèce de vision historique à travers les siècles de l'évolution de l'architecture. Alors là, pour le coup, ça se passe en Europe, on va dire aux États-Unis, une manière d'étudier un petit peu des concepts et puis des courants de pensée. Et il y a une espèce d'équivalent de livres sur la même édition, mais là qui présente donc des livres de l'architecture, on va dire plutôt asiatique, globalement du monde chinois, beaucoup en Chine, d'architecture un petit peu traditionnelle. On en avait déjà parlé dans d'autres émissions, et il y a le lien, je vous invite à aller le voir, ne serait-ce que pour les superbes dessins qui sont réalisés dans cet ouvrage, et qui valent à eux seuls, à mon sens, le coup d'œil. On parlait d'architecte star juste avant, et il y a une architecte qui est malheureusement décédée, mais qui s'appelait Zaha Hadid, dont un livre présente les travaux, et un volume actualisé sur ce travail remarquable de cet architecte qui a vécu de 1950 à 2016. Elle est considérée comme l'une des architectes les plus innovantes et les plus célèbres de notre époque, et largement mise en avant à travers ses plus de 200 projets, ses premières expérimentations, mais aussi ses folies architecturales. Et donc on va passer par plusieurs choses. On traverse dans ce livre de manière un peu chronologique dans sa carrière, et notamment, vous savez, cette grande Dongdaemun Design Plaza à Séoul, cette espèce de grand bâtiment aux formes plutôt, on va dire, courbes, sphériques, etc., qui sont très marquantes avec une découverte intérieure et des couloirs qui ondulent, qui sont magnifiques, mais aussi des bâtiments réalisés à Moscou, à Anvers, ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est une manière de découvrir cet architecte qui a un impact assez fort, du coup, chez les jeunes générations, toujours à Taïwan, puisqu'effectivement, c'est une architecte incontournable. Et puis quand on étudie un petit peu l'architecture taïwanaise et qu'on voit un peu ce qu'on peut trouver comme nouveaux bâtiments récents, on comprend un peu cet amour de l'architecture événement, de l'architecture voilà, qui va marquer, qui va être iconique à travers les villes. Toutes les grandes super municipalités à Taïwan ont fait des ouvrages au cours des 20 dernières années, que ce soit, justement, on parlait du Taipei Performing Arts Center à Shelin, qui est ce grand bâtiment réalisé par Rem Koolhaas et son agence OMA, qui est un gros cube avec une énorme boule, qui est en fait un théâtre en forme de sphère. On a d'autres bâtiments qui sont réalisés à Taoyuan, à Kaohsiung, c'est une ville dont on parle beaucoup dans l'émission, avec ses nouveaux projets de grands palais des congrès, sur les quais, des gros nouveaux aménagements, des grandes tours aussi de bureaux qui sont très iconiques. Voilà, il y a encore cette recherche à Taïwan de l'architecture événement qui va marquer un paysage, qui va marquer une skyline, et qui va donner une identité très forte à une ville via le dessin de l'architecture. Et donc c'est pas étonnant que des architectes comme Zaha Hadid ou encore comme Rem Koolhaas, voire même Le Corbusier, soient finalement des références encore aujourd'hui architecturales et des références, on va dire, dans les courants de pensée qu'on trouve à Taïwan. Même si bien évidemment là, dans cette émission, j'ai voulu me concentrer uniquement sur, on va dire, des ouvrages ou des concepts qui viendraient de l'Europe
ou des États-Unis, disons, de l'Occident. Mais voilà, il y a aussi des influences asiatiques. Mais en tout cas, c'est pas étonnant, voilà, comme je le disais, d'avoir ces influences qui se retrouvent dans les conseils de lecture pour les jeunes. Bon, et on va terminer l'émission quand même tout de même avec un petit bonus qui va être là, non pas européen, non pas asiatique, non pas américain, etc. Mais bien taïwanais. Un conseil d'architecture, il y a eu la sortie du numéro 7 de Culture architecturale. C'est une publication du Musée national de Taïwan sur l'actualité, on va dire, de la culture architecturale à Taïwan. Et là, ce qui est un peu mis en avant, c'est justement l'architecture comme la puissance culturelle d'un pays, un peu comme la vitrine qu'on veut montrer d'un pays. Et donc, je vous ai mis un lien vers l'excellent site en ligne Architech qui met en avant l'importance qu'à Taïwan, il faut créer à partir de l'existant, non plus faire table rase et créer du neuf, mais essayer de se baser sur ce qui existe déjà pour développer une nouvelle architecture. Et ça, à mon sens, c'est un tournant dans on va dire, les courants de pensée un petit peu dominants qu'on peut trouver à Taïwan. Ça fait quelques années que c'est lancé, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir qu'aujourd'hui, on met beaucoup ça en avant, aussi aujourd'hui à Taïwan. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette émission La Ville en pratique présentée par moi-même, aujourd'hui Clément Tricot. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles émissions, tous les mardis, vous le savez. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, vous savez, ça me fera plaisir, ça permet de donner de la visibilité, ou suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, @tricocé, ou sur Blue Sky. À très bientôt, portez-vous bien.